Bienvenido, Marc G, a la Argentina. Gracias. Una vez más. De todas maneras, usted es un viajero empedernido, no solo por el mundo, también por el subte, pescando signos del futuro y huellas del hombre. Pero antes de entrar en los temas quizás más fecundos, o por lo menos los términos que usted acuñó y que andan dando vuelta por el mundo en distintas disciplinas, me refiero a los no lugares o a la sobremodernidad, antes de entrar a morder esos huesos conceptuales, quería saber qué es un etnólogo, porque en realidad usted es antropólogo, pero en muchos de sus libros aparece esta noción que es una vía de la antropología, que es el etnólogo. Y después, además, usted trabaja una forma de la autobiografía, quizás, que es la etnología de sí mismo. Así que empecemos por usted. ¿Quién es usted? Vaste question. Je crois que l'ethnologie, c'est l'étude d'une communauté, d'un petit groupe, et c'est une étude que l'ethnologue fait seul. Il travaille seul. Et c'est un aspect des choses qui est important, d'ailleurs, sur lequel Lévi-Strauss a attiré l'attention, pour dire que l'ethnologie y répond, comme les mathématiques, à une vocation. Il y a cela d'abord. On se trouve seul dans un groupe dont on essaie de comprendre comment il fonctionne, ce qui fait que la critique que l'on fait parfois que l'ethnologue peut projeter ses propres éléments sur les autres est une critique, je crois, facile et inexacte, parce qu'il est un peu perdu, l'ethnologue, et il a quitté son chez-soi, et il n'est pas encore entré chez les autres, si tant est qu'il n'y arrive jamais. Donc, il est un peu dans un entre-deux. Mais il essaie, en principe, de comprendre comment la culture des autres, c'est-à-dire la culture, c'est le système des relations sociales qui se mettent en place et qui sont toujours prescrites. Il y a une répartition des gens entre eux, des gens dans l'espace qui obéit à des règles qui sont souvent explicites d'ailleurs, mais des règles qu'il faut étudier, et c'est cela l'ethnologie. ¿Qué quiere decir que está solo? Il est seul parce que, d'abord il est seul physiquement, et c'est très rare que des ethnologues décident de faire un couple pour travailler ensemble, ça c'est très rare. En principe, un ethnologue est seul face à un groupe constitué comme tel et qui affirme sa différence, bien sûr. Ce qui fait que l'ethnologue doit s'abstraire de ses références habituelles. D'ailleurs, il n'a pas tellement de mal à le faire parce qu'il est un peu perdu au début. Et il doit essayer de s'imprégner de la culture des autres, même si bien sûr il y a aussi des aspects bien précis. Il pose des questions, il y a tout un corpus ethnologique qui fait qu'on peut toujours poser les mêmes questions. C'est d'ailleurs un aspect qui compte dans la comparaison entre les cultures, parce que quel que soit l'endroit où l'on se trouve, les questions que l'on pose ont toujours une pertinence, n'est-ce pas? Les relations entre les hommes et les femmes, les relations à la mort, les relations de pouvoir, tout ça, ça a du sens, quel que soit. Bien sûr, ça peut prendre des formes différentes, mais la question a toujours du sens pour ceux à qui on la pose. ¿Y las respuestas? Les réponses varient, bien sûr. Les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Et la différence culturelle existe. Les cultures ne sont pas semblables. Elles sont semblables par les questions qu'elles posent. Mais les réponses varient considérablement. Et d'ailleurs, c'est un aspect qui peut poser des problèmes, parce qu'il y a des usages culturels qui sont un peu problématiques. De manière générale, on peut dire que toutes les cultures ont affaire à des relations de pouvoir aussi, parce qu'il n'y a pas de société qui n'ait pas des formes de pouvoir, ne serait-ce que ça, en commençant d'ailleurs par les rapports entre hommes et femmes. Et
Les cultures, de ce point de vue, sont diverses. Elles sont toutes respectables par les questions qu'elles posent et elles ne sont pas comparables par les réponses qu'elles apportent. Interesante esta idea del poder como central en las diferentes culturas y la idea del poder principalmente entre el hombre y la mujer. Si, c'est par là que ça commence, toujours. C'est l'inégalité fondamentale, et quelles que soient les formes de culture. Malgré la fable du matriarcat primitif, qui est évidemment une fable. Alors voilà, ça c'est le travail de l'ethnologue d'essayer de comprendre l'originalité des formes sociales qui se mettent en place dans un endroit donné. ¿Y el etnólogo de sí mismo, como usted lo trabaja en este libro? Eh bien, j'ai employé l'expression ethnologie de soi-même, ethnologo de sí mismo, pour signifier que, en fait, souvent, nous savons bien que l'identité, y compris l'identité individuelle, se crée à travers l'altérité, à travers les relations. Et ça commence par les parents, l'éducation. On n'est pas de rien. Ce rapport aux autres par lequel on se construit soi-même est évidemment essentiel et premier. Alors l'ethnologie de soi, procède du fait de prendre conscience de cela. Nous sommes toujours en rapport avec des autres et l'ethnologie de soi, ce n'est pas une ethnologie tournée vers le nombrilisme, n'est-ce pas? C'est au contraire une espèce de tentative pour comprendre quel type de relation avec autrui se construisent dans différents domaines et à différents moments de la vie ou de l'existence. Voilà. Sería un complemento del psicoanálisis. Si, c'est ça. L'anthropologie, elle a simplement un but plus général. C'est une ethnologie comparée, si on veut. C'est-à-dire que quand on parle de l'anthropologie, on parle de l'anthropologie structurale, anthropologie de la parenté, anthropologie du pouvoir. Ça fait appel à une pluralité d'exemples et on essaie de voir s'il y a des règles qui traversent les cultures, n'est-ce pas? Et c'est plus général. Alors l'anthropologie structurale est l'exemple le plus connu, puisque les systèmes de parenté relèvent de systèmes de transformation qui peuvent se reconstituer. Et on peut remarquer que chaque culture a sa configuration, mais que chaque configuration peut se transformer logiquement pour aboutir à une autre forme. Et ces systèmes de transformation peuvent s'étudier pour eux-mêmes. Mais de façon générale, on peut dire que l'anthropologie, c'est une réflexion plus vaste, plus large, et qui s'appuie sur des exemples multiples. Moi, c'était un petit groupe en Côte d'Ivoire qui s'appelait les Aladians et qui habitait entre mer et lagune. C'était très joli. Et en fait, c'est vrai que j'ai souvent ces exemples en tête. Je ne peux pas développer tout cela maintenant, mais il y avait beaucoup de choses. Ils avaient une organisation matrilinéaire. Ils étaient patrilocaux, ils habitaient chez leur père, c'est-à-dire que c'était un peu compliqué. ¿Cómo se dice cuando viven con los padres? La patrilocalité, patrilocale. Surtout, ils avaient des interprétations persécutives de la maladie, c'est-à-dire que persécutif au sens psychanalytique du terme, si on veut. On cherchait toujours. Il y a toujours un responsable pour ce qui s'est passé. Autrement dit, il y avait des interrogations du cadavre lorsqu'un quelqu'un mourait.
on s'interrogeait pour savoir qui était le coupable, parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Tout effet est un effet, tout fait est un effet. Enfin, je veux dire qu'il y a énormément de choses qui se rattachent à cette première expérience, parce que c'est généralement l'expérience la plus intense, la plus profonde que l'on a du terrain. Ensuite, on peut faire une ethnologie plus superficielle, peut-être, plus comparative, mais le premier terrain reste une pierre de touche. Entonces, la etnología permite más especificidad. Oui. Et en fait, c'est important parce que c'est vrai que, par exemple, c'est rare qu'un ethnologue n'ait pas un souvenir particulier de son premier terrain. Non pas comme un souvenir nostalgique, mais parce qu'il a découvert des choses à ce moment-là, avec un regard neuf, qui sont importantes. Et c'est vrai qu'on garde toujours le souvenir de ce premier terrain et qu'il constitue une espèce de référence par rapport aux questions plus vastes qu'on peut se poser ensuite. Bien sûr, le premier terrain n'est pas celui où l'on trouvera le secret de toutes les formes sociales, mais c'est un exemple bien précis. Et que l'on parle des rapports entre hommes et femmes, du rapport à la mort, du rapport à la maladie, l'interprétation des choses, on a là, dans un petit coin de soi, une expérience fondatrice. En ese sentido, el cuerpo, cuando uno investiga el cuerpo en distintas culturas, ¿ocupa lugares muy diferentes? Oui, bien sûr, parce qu'il y a des conceptions différentes du corps, mais que l'on peut comprendre, que l'on peut entendre, parce que nous sommes tous notre corps. Je crois qu'il y a des cultures dans lesquelles on est plus directement sensible à ce fait de l'appartenance du soi à son corps. Parce que le corps, c'est la surface sur laquelle s'inscrivent toute la relation aux autres, justement. Si je suis malade, si je ne suis pas bien, c'est qu'un autre me fait du mal. Si je suis en forme particulièrement, si je vis plus vieux que les autres, c'est que j'ai une force particulière. Enfin, on interprète beaucoup de choses sur soi et sur les autres à travers l'observation du corps. Et en plus, il y a cette idée que le corps n'est pas... Il n'y a pas de dualisme dans les systèmes, je dirais, les systèmes païens. Il n'y a pas de dualisme en ce sens qu'on n'a pas l'âme et le corps. Qu'on ne soit pas cela comme ça. La force spirituelle ou la force corporelle, c'est la même chose. Et un homme fort est un homme qui a une énergie en lui. Je dis un homme parce que c'est souvent les hommes comme ça, les femmes aussi, mais le pouvoir féminin est parfois considéré comme maléfique. Il y a plus de sorcières que de sorciers. ¿Actualmente? Non, je parle en règle générale. Mais dans les représentations que l'on s'en fait. Pero este cuerpo lo refiere a la cultura occidental. Alors, par rapport à la culture occidentale, je crois que ce qui est... Alors, la culture occidentale, il faudrait voir quand. Si nous parlons de la culture occidentale aujourd'hui, nous voyons bien que le corps est une obsession et qu'on veut avoir le corps le plus jeune qui soit. Alors cela aussi, c'est partagé dans d'autres cultures. Mais le système des signes s'inverse parce que nous essayons de faire des injections,
de suivre des régimes, pour avoir un corps qui paraît jeune. Autrement dit, nous essayons de lui faire produire des signes de la jeunesse maintenue. Alors que dans les cultures, par exemple en Afrique traditionnelle, eh bien, les signes, on les interprète. Tandis que nous fabriquons les signes et leur interprétation. Quiere decir que hay un cuerpo interpretante de los signos que vienen y hay otro que emite. Si, si, si. Según diversas culturas. Si, si, si. Il y a les cultures dans lesquelles tout fait signe, et nous essayons, nous, de produire des signes, de les fabriquer, de sorte que l'on puisse considérer que nous restons jeunes, que nous restons forts. Es una forma de poder. Es una forma de poder, sí. Y estos cuerpos occidentales, productores de signos, cómo se mueven o cómo funcionan, ahora sí llegamos al concepto estrella, en los no lugares. ¿Cómo andan, cómo circulan esos cuerpos? Alors les non-lieux, c'est tout un problème. Les non-lieux, d'abord, je vais essayer d'en donner une définition courte. Ce sont les espaces sur lesquels on ne peut pas lire de relations sociales immédiatement. Alors que le lieu traditionnel, c'est un lieu dans lequel, justement, tous ces corps se retrouvent et il y a des règles de résidence. On n'habite pas n'importe où, n'importe qui. On habite chez son père ou chez sa mère. Enfin, il y a des règles qui varient, mais qui sont toujours là. Et donc, il y a un lieu, c'est à la fois chargé de passé, d'histoire, de symboles qui les résument, les cultes par exemple, et c'est une expression des relations sociales dans un groupe. Et tout cela fait un lieu véritable. Alors un lieu, ça peut être, c'est le contraire de la solitude, parce que tout est bien resserré. Mais c'est aussi le contraire de la liberté, on peut le dire, parce qu'on est toujours dans le regard d'autrui. Nous avons cela d'ailleurs quand nous parlons nous-mêmes de villages où chacun surveille l'autre, n'est-ce pas? Vous savez qu'au XIXe siècle, les jeunes gens en France, quand ils se partaient en ville, avec le sentiment de la liberté, n'est-ce pas? Le non-lieu par rapport à ces lieux qui sont à la fois pleins de sens, le non-lieu se développe avec la société industrielle. Ce sont ces espaces dans lesquels on peut avoir beaucoup de monde, mais où on ne peut pas lire la relation sociale. Les espaces de communication, de circulation ou de consommation. Si nous sommes dans un supermarché, nous avons beaucoup de monde, mais en principe, si on prend une photographie à ce moment-là, on ne peut pas dire a priori celui-là est le fils d'un tel, etc. On ne peut pas faire une analyse en termes sociaux comme cela. Alors, c'est pourquoi j'avais appelé ça non-lieu. Por el anonimato. Oui, c'est ça, des espaces d'anonymat qui se définissent par l'absence de la possibilité de faire une lecture en termes de sociologie, en termes de société, en termes de sociaux plutôt, en termes de relations sociales. Mais, bien sûr, ce sont des notions limites. Il n'y a pas de lieu absolu. Il n'y a pas de non-lieu non plus absolu. Par exemple, les jeunes gens, il arrive que dans des campagnes, des jeunes gens d'endroits différents, isolés, se retrouvent au supermarché parce que c'est un lieu, c'est pour eux un lieu de modernité. Autrement dit, aussi dans un aéroport, c'est pas la même chose d'y passer pour prendre son avion ou d'y travailler tous les jours parce qu'on y a son métier, des collègues et des amis. Pour là, c'est ça. Donc,
c'est une notion relative, mais qui prend son sens par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, parce que ces espaces se multiplient, les transports se multiplient, la consommation aussi, et nous voyons bien apparaître de plus en plus de grands espaces commerciaux, de grands aéroports par exemple, et nous voyons aussi les espaces de la communication qui se développent. Pero usted dijo que el no lugar tiene como atributo la libertad. Oui, parce que de même que le lieu, parce que lieu et non-lieu, on peut parfois tendance à les opposer comme le bien au mal, n'est-ce pas? Le lieu, on a plein de sens, c'est un lieu traditionnel, et d'ailleurs on se rappelle ces lieux d'enfance, etc. On peut mythifier tout ça. Mais d'un autre point de vue, on peut dire que le comble du lieu, c'est un espace dans lequel tout fait sens social, c'est-à-dire que et où la liberté est impensable. Il n'y a pas de liberté ou d'autonomie individuelle. En revanche, on peut dire que le non-lieu, c'est un espace dans lequel il n'y a pas de sens social, enfin, absolument, mais où la liberté individuelle est grande, parce qu'on peut aller là où on veut, en principe. Alors tout ça en principe, parce que bien sûr, nous savons bien qu'il faut à la sortie, à l'entrée, montrer son identité, montrer patte blanche, etc. Donc il n'y a pas de non-lieu absolu, au sens absolu du terme. Néanmoins, parce que si on voulait parler des non-lieux, on pourrait dire, en termes positifs, que c'est un endroit où il peut se passer quelque chose, où on peut rencontrer quelqu'un. Alors que le lieu, c'est au contraire l'espace dans lequel tout est déjà conclu et fermé, n'est-ce pas? Claro, parecería como que en el no lugar esa libertad estuviera limitada por la vigilancia. Si, bien sûr. Concrètement, il y a des formes de contrôle qui sont très poussées, bien sûr. Mais il reste que dans un non-lieu, on peut imaginer qu'une relation peut se créer librement. C'est toujours cette idée de la rencontre possible. Mais alors que dans un lieu, défini comme lieu, tout est déjà en place, c'est ça. Je dis cela pour défaire l'opposition entre le lieu qui est bien et le non-lieu qui est mal, n'est-ce pas? Y en relación al término que usted de alguna manera acuñó, que es la sobremodernidad, que aquí a veces se lo llama hipermodernidad. Oui, la surmodernité, je l'ai employée au sens de surdétermination, parce que Freud avait utilisé ce terme, Althusser l'a repris, pour signifier qu'il y a des facteurs explicatifs qui sont tellement nombreux qu'ils ont des effets cumulés qui sont difficiles à analyser. C'est-à-dire qu'il y a c'est une causalité excessive, en fait, en quelque sorte. Et je crois que ça marque assez ce qu'est la surmodernité. Je veux dire que les attributs de la modernité, à savoir l'affirmation de l'individu, l'accélération de l'histoire, la maîtrise de l'espace, sont multipliés à notre époque. Mais ça peut produire des effets difficiles à analyser et complexes, voire contradictoires. Pero eso se relaciona con la tecnología, con el mundo virtual. Oui, bien sûr, avec le monde virtuel et avec les technologies. Si j'ai le sentiment de pouvoir être partout à la fois, de contrôler ce qui se passe, et je
je peux avoir l'illusion que je suis partout et l'illusion que je peux faire des choses à ma volonté et que je peux les faire instantanément. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, même si on peut en avoir l'apparence, parce qu'il y a les moyens de la technologie sont effectivement importants. Claro, es la dinámica del consumo generalizada. Oui, l'individu consommateur, c'est celui qui, hyper-consommateur, il consomme tout, y compris les instruments de communication. La communication est devenue un objet de consommation et on peut tout consommer et avoir le sentiment que tout est possible. Bueno, quizás en este afán de consumirlo todo es un poco para sentir que no se pierde nada. Oui, c'est ça. No se pierde nada, c'est-à-dire que il y a un idéal d'exhaustivité en même temps. Como ilusión también. Comme illusion, bien sûr, qui est une illusion. Et ce monde d'illusion, nous le voyons bien marcher on voit bien comment les gens peuvent avoir le sentiment que tout leur est possible. Ils ont aussi, à d'autres moments, la certitude que c'est une illusion. Ce sentiment de solitude qui peut apparaître dans les mondes surmodernes est la rançon de cette liberté illusoire. La solitude ou l'isolement. Parce que la solitude, c'est encore autre chose. C'est quelque chose qu'on peut rechercher pour... Es más interesante. Más interesante. Mais l'isolement, c'est le fait d'être aliéné à un monde dans lequel tout d'un coup on se retrouve seul. Como etnólogo y antropólogo, le pregunto si en el recorrido de sus preguntas ha llegado a alguna cultura que tenga una pequeña propuesta vital diferente que quizás le llamó la atención la manera en que existían en este mundo. C'est vrai que la vie surmoderne est une vie pleine d'illusions, parce que l'illusion de pouvoir agir sur les choses est une source d'angoisse dans la mesure où c'est suivi assez vite du constat qu'on ne peut pas faire ça. Et donc il y a une déception qui est propre à la condition surmoderne. Je crois que le problème de la surmodernité, c'est qu'il faudrait qu'elle redevienne moderne. C'est tout le problème de ce que nous appelons la globalisation. Et la globalisation, c'est l'aspect économique et l'aspect technologique, justement. Cette globalisation va trop vite dans la mesure où elle ignore justement les attributs de la pensée symbolique, la gestion du temps et de l'espace, qui commande la relation à autrui et qui, commandant la relation à autrui, commande la relation à soi-même aussi. Autrement dit, c'est le drame de la modernité qui arrive à anéantir ses propres éléments constitutifs, enfin, qui risque de le faire. Ahora, justamente esos elementos constitutivos que nombra, el espacio y el tiempo, usted los trabaja o por lo menos los encuentra en bicicleta, ¿no? Oui, c'est vrai que la bicyclette m'a intéressé parce que beaucoup de gens font de la bicyclette en ville maintenant et je crois que c'est un bon réflexe parce que ça change le rapport au temps et à l'espace, justement. Ça le fait sentir. Il y a un effort physique à faire qui est limité parce qu'on a fait du vélo très performant,
Mais, et puis on peut se faire aider, et puis il y a des petits moteurs légers, des moteurs électriques qui peuvent se glisser dans les vélos. Autrement dit, des gens qui ne sont pas forts peuvent quand même faire du vélo. Et c'est vrai que ça change le rapport à la ville, notamment, à la vie en ville, parce qu'il y a des itinéraires que l'on découvre, alors que généralement on suit les itinéraires qui correspondent au service public. Il y a des itinéraires qui changent, un rapport à l'espace qui change. Il y a également une sensibilité au temps, parce que on voit bien qu'il faut pédaler, donc il faut avancer. Pedalear es como si fuera también el transcurso del tiempo. Si. En outre, sur le vélo, on dit toujours qu'on n'oublie jamais de faire le vélo. C'est-à-dire que même si on est resté 50 ans sans toucher un vélo, on monte dessus, ça va, c'est comme nager. Mais bien sûr, les forces changent et diminuent. Mais c'est donc une réalité qui permet de s'affronter directement au temps et à l'espace, bien sûr, parce que ça marche ensemble, là. O sea que la bicicleta es una manera de resistencia. Oui, c'est ça, c'est une manière de résistance, parce que le temps et l'espace résistent eux-mêmes, n'est-ce pas? Et c'est donc une excellente occasion de revenir à des valeurs fondamentales. Podemos llegar al último libro publicado aquí en la Argentina, que es El tiempo sin edad, ¿no? Que es un precioso libro muy personal, ¿no? Aquí es donde aparece la figura de etnología de sí mismo. Y quería saber un poco cómo es esta diferenciación entre tiempo y edad, si es una, digamos, una forma personal de apoderarse de la vida, o si es una nueva forma de establecer, digamos, categorías o diferenciarlas. La différence entre l'âge et le temps, c'est que l'âge et l'âge, c'est une notion sociale, parce qu'on voit bien en quoi c'est social. On a l'âge de la majorité. Avant, on ne peut pas faire certaines choses, on peut les faire, on peut voter à partir d'un certain âge, comme on dit. Il y a des tas de déterminations. Il y a l'âge de la retraite, il y a l'âge de... Bon. On peut entrer à l'Académie française jusqu'à un certain âge, pas au-delà. Il y a donc toute une détermination par l'âge qui est une contrainte sociale. Alors, le côté contraignant de l'âge, on peut le voir aussi dans la manière dont on traite les personnes âgées. Souvent, on a le sentiment que même avec des bons sentiments, on les traite un peu légèrement, comme s'ils retombaient en enfance, en fait. Un tiempo regresivo. Régressive. Et j'ai donc opposé l'espace, l'âge au temps. Parce que le sentiment du temps, c'est quelque chose de différent. C'est une liberté. On a la liberté de se souvenir, on a la liberté d'imaginer. Il y a des gens qui aiment rêver du passé ou imaginer l'avenir. Et ça, on peut le faire à tout âge. Et en outre, le temps, on peut en jouir. Le passage du temps, quand on prend son temps. Quand on prend son temps, eh bien, on le prend pour le caresser, pour en jouir. El tiempo es un espacio de desplazamiento. Si,
Autant suspend ton vol, disait Lamartine. Et le temps suspendu, c'est un temps de jouissance, un temps dont on profite. Et je crois que l'on peut en profiter à tout âge. C'est donc une expérience de liberté, alors que si on est assigné à son âge, on subit les contraintes qui y sont liées. C'était cela que je voulais dire, qui est une idée assez simple, en somme, à savoir que simplement la jouissance du temps est souvent compromise par le fait qu'on pense en termes d'âge. Et si on se dit qu'on a un âge avancé et que on ne peut plus faire certaines choses, et surtout que la mort approche, c'est contraire au sentiment du temps qui, lui, au contraire, est une forme de jouissance hors d'âge. Quería concluir con una frase de este libro, porque En el tiempo sin edad es un ensayo sobre sí mismo, pero que tiene que ver también con el poder del gato, que no es el mismo poder que el que rige a los hombres. Quizá tienen más suerte, porque dice así: el gato no es una metáfora del hombre, sino un símbolo de lo que podría ser una relación con el tiempo que logra hacer una abstracción de la edad. El tiempo es una libertad, la edad una limitación. El gato, aparentemente, no conoce esa limitación. Oui, c'est ça. J'ai eu des chats dans mon avis et je les ai aimés. Et le chat me surprenait par son avancée en âge. Nous sommes, vous savez, par rapport aux animaux domestiques, nous sommes comme les dieux d'Homère qui voient les hommes se battre, qui ont leur préféré, mais qui ne peuvent pas intervenir vraiment. Ils sont immortels, mais ils ne peuvent rien pour les mortels. Et nous avons avec les animaux domestiques un peu ce rapport-là, parce que nous les voyons, nous savons qu'ils ont une vie plus courte que la nôtre, donc nous sommes des demi-dieux au moins par rapport à eux. Nous les regardons sans pouvoir intervenir. Enfin, il y a des vétérinaires, mais enfin... Or, le chat s'adapte au temps d'une manière merveilleuse et il ne connaît pas son âge. C'est-à-dire que, par exemple, mon chat, je l'ai vu vieillir, mais lui ne se voyait pas vieillir. Il s'habituait. Enfin, d'abord, il sautait sur une armoire qui était là, et d'un seul élan, glorieux. Et puis, il a vieilli un peu, alors il s'est contenté de sauter sur le fauteuil. Et puis, il était sur le siège du fauteuil. Et puis, finalement, il ne sautait plus du tout. Mais je crois qu'il profitait du temps de la même manière. Un rayon de soleil, un rien le faisait ronronner à un étage différent. Et il renonçait à ces exercices progressivement. Il s'adaptait à l'état de ses forces. Et je crois qu'il ne réfléchissait pas à la diminution de ses forces. Et qu'il éprouvait, alors c'est ça, qu'il éprouvait une jouissance qui n'appartient qu'au chat, dans l'instant, à profiter de l'air, du souffle, de la lumière. Et il est mort, bien sûr, mais
sans problème. Bueno, espero que haya disfrutado de este tiempo sin edad. Muchas gracias, Bach Roger. Gracias.